avec votre permission, je vais vous utiliser comme cobaye. C'est-à-dire que j'ai préparé des histoires sur le Shabbat et je vais vous les faire une après l'autre. Et celle qui vous plaît, vous me dites c'est bon. En fait, s'il y en a qui ne plaisent pas, tu dis non, laisse-les pas. D'accord? C'est bien comme ça, on commence. Hein? Oui. Mais enfin, les goyim, ils sont obligés d'inventer des histoires parce qu'ils n'ont pas d'histoire vraie. Nous, on n'a que des histoires vraies. Alors, première histoire qui m'a beaucoup marqué, et vous me dites vous aussi si je la sélectionne. Vous me sélectionnez, faites comme ça, oui. Pas bon? Alors, il y a le plus grand journal du monde, il s'appelle... Ah, tu la connais l'histoire déjà? Ah, vous connaissez l'histoire? Tu la connais toi l'histoire? Non, allez-y. Bah, tu connais, si tu sais quoi les hommes. Bon, je la raconte. Allez, c'est pas grave. Alors, le New York Times, il y avait un juif en Amérique dans les années 90. Il se dit, ça serait quand même un super Kiddush Hashem si le New York Times, le vendredi, publie les horaires de la Katerot. C'est comme ça. Je vous l'ai raconté déjà ça là? Non. Je la raconte quand même? Vous me dites c'est bien. Alors, alors il a trouvé un donateur qui était prêt à payer tous les vendredis $2000. $2000, il paye, et il y a comme ça, il y avait dans le mercade un petit encart, à la Katerot, telle heure, mesdames, n'oubliez pas vos allumages. Très bien. Et pendant 5 ans, le gars il a payé toutes les semaines $2000 par semaine. Là. Au bout de 5 ans, il ne pouvait plus payer, donc ça s'est arrêté. En l'année 2000, le New York Times, pour fêter ses 100 ans, parce que le New York Times c'était le 1er janvier 1900, en l'an 2000, en fait, ils ont fait une édition spéciale. Et il y avait 3 colonnes ou 3 pages, je ne sais pas quoi. Première colonne, ils ont ressorti les articles du 1er janvier 1900. Deuxième colonne, les articles de cette année, 1er janvier 2000. Et donc, évidemment, il n'y avait plus les horaires de Shabbat, puisque personne ne payait. Et troisième colonne, une imagination, qu'est-ce que ça sera le 1er janvier 2100? Qu'est-ce qu'on dira dans 100 ans? Alors, ils ont imaginé, il y avait un article, par exemple, discussion au Sénat, est-ce qu'on va accorder le droit de vote aux robots? Puisque dans 100 ans, tout sera robotisé. Tu comprends? Donc le débat, ça va... Tu comprends? On va donner... hors article, c'est que les États-Unis, c'est combien d'États? 50 États. D'accord? Eh bien, nous accueillons le 51e État. Tu comprends comme ça les articles? Et, entre autres, il a mis les horaires du Shabbat. Mesdames, n'oubliez pas d'allumer les roses et tout. Tout le monde était étonné, tiens, le donateur, il a repayé encore $2000 pour ça. Alors ils sont allés voir le directeur du New York Times, qui est un catholique fervent. Ils lui ont dit, quelqu'un a payé cette année? Il dit non, ça c'est moi qui l'ai faite. Pourquoi? Il dit, écoutez, un journal se doit de donner des informations justes. En 1900, on a dit, maintenant pour 2100, on a imaginé, d'accord? Mais je me suis dit, il faut quand même donner une information qui est juste. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut affirmer qui aura lieu en 2100? Eh bien, j'ai réfléchi. C'est que les femmes juives continueront à allumer les droites. Elle est belle, pas belle, celle-là. Comme ça, elle est bonne, je raconte, non? Elle est mouvante, non? Il dit, tu comprends? Tout le reste. Est-ce que tu crois qu'en 2100, les robots, ils auront le droit de voter et tout? Est-ce que tu crois qu'en 2100, il y aura... Mais qu'est-ce qu'on peut être sûr? Sûr? Il y a une chose que tu peux être sûr. C'est que les femmes juives, elles allumeront les droites. Elle est belle, pas belle, celle-là. Et donc, il a mis ça comme ça. Et alors, quelqu'un, par curiosité, est allé chercher le 1er janvier 2100. C'est quel jour? C'est un vendredi. Incroyable. Védiouk, c'est en fait. Donc, le 1er janvier 2100, ça sera un vendredi. On ne sait pas quelle sera l'actualité mondiale à ce moment-là. Mais une chose, on peut affirmer. Les femmes juives continueront à allumer les droites. Elle est belle, non? Moi, ça m'a donné la chair de poule. C'est beau quand même, non? On la raconte, ça là, sélectionné? Ouais. Sélectionné! 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 Magnifique!
une autre histoire. Il y a à Tel Aviv, il y a un grand canyon, le plus grand de Tel Aviv, qui s'appelle Ramat Aviv. Ramat Aviv. Ce canyon Ramat Aviv a été acheté il y a une vingtaine d'années par le grand milliardaire qui s'appelle Lev Laviov. Lev Laviov, comme ça il s'appelle Levayov. Elle est un génie. Lev Levayov. Il a acheté, il a payé 750 millions de dollars. Dès qu'il a acheté le canyon, il a fait savoir que le canyon sera fermé Shabbat. Ça a fait une révolution. Comment? En plein Tel Aviv, on ferme Shabbat, mais ça va pas. Ça va pas. Le maire de Tel Aviv l'a convoqué. Il a dit, monsieur Marlevayov, oui, à 50 km, à 5 km tout autour du canyon, il n'y a pas un juif Shomer Shabbat. Et ils attendent tous le Shabbat pour faire leurs courses et tout. Vous n'avez pas le droit de fermer le canyon. Vous êtes le seul Shomer Shabbat. À vous seul, vous voulez imposer votre culture à tous les habitants, à 5. Non, on n'est pas les bras qui le dit. Donc je vous impose d'ouvrir le canyon. Il a dit, monsieur, c'est privé. Le canyon, c'est privé, je l'ai acheté avec mon argent privé. D'accord? Je fermerai le Shabbat. Il a dit, écoutez, vous savez que chaque année, on renouvelle la licence. Là, vous êtes en cours d'année. Je ne peux pas vous l'enlever. Mais si vous n'ouvrez pas Shabbat, je ne vous renouvellerai pas la licence à l'année à venir. Il a dit, mais si vous ne faites pas ça, si vous faites ça, vous ne renouvelez pas, je vous appelle au Bagatz, à la cour de justice. Karaya, à la nouvelle année, le maire n'a pas renouvelé la licence, il a été convoqué à la cour de justice. Tout le monde se préparait, c'est tout. Ils se sont dit, ce Levayov, il a de quoi de se payer les avocats les plus puissants d'Israël. Il y avait déjà des gens qui disaient, on avait fait une liste de 8 avocats les plus puissants, et c'est sûr qu'il va les prendre les 8. Comme aujourd'hui, Benjamin Netanyahu, il a tous les avocats d'Israël pour le défendre. Eh bien, surprise, inattendue, M. Mar Levayov se présente seul au Bagatz. Donc le Rosh à Bagatz, qui s'appelait à l'époque Aaron Barak. Comment? Aaron Barak. Aaron Barak. Je crois qu'il est niftar maintenant, je ne sais pas d'où. Aaron Barak. Alors, il a ouvert, et c'était le TIC 78 590. Et il lui a dit, monsieur Levayov, sachez que vous n'êtes pas Bnei Brak ni à Yerushalayim, il a repris le nom. Et d'après toutes les enquêtes que nous avons faites, il n'y a pas un seul juif Shomer Shabbat dans 5 km alentour. Et donc nous vous demandons d'ouvrir ce Shabbat, ce canyon, pour le confort de la population. J'ai le droit de me défendre, oui. Il lui a dit alors, monsieur le maire, monsieur le Rocha, comment on appelle ça, le Nassi, hein, Berushot, voilà, Nassi Bet HaMishpat. Kvod Nassi Bet HaMishpat. Imaginons que le président d'Amérique, Bill Clinton, vienne faire une visite en Amérique, avec toute l'armée, les gardes du corps, tout ça, tout. En Israël, pardon. En Israël. Et vous suivez la cérémonie à la télé. Et à un moment, vous entendez taper à votre porte, vous vous levez pour une porte, vous voyez à la porte Bill Clinton en personne, avec tous les gardes du corps, tous les journalistes, etc. Et Bill Clinton dit, je peux entrer? Bien sûr, entrez. Écoutez, monsieur le Nassi Bet HaMishpat, je voulais vous rendre visite. Et j'ai dans ma salle de trésor un petit trésor que j'ai conservé et je désire vous le donner. Et il sort une petite boîte de sa poche et il vous l'attend. Est-ce que viendrait à l'idée de qui que ce soit que vous lui disiez, monsieur le président, je ne veux pas cette chose. Je vous demande. Bien sûr que non. Alors, Kvod Nassi Bet HaMishpat. Hachem a tous les trésors du monde. Et pourtant, il a dit à Moshe Rabbeinu, il y a dans mes salles de trésor un petit trésor que je voudrais donner au Bnei Israël.
Shabbat Shemo. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un de refuser ce cadeau? Donc, Nasi Bet HaMishpat, ce Shabbat est un cadeau d'Hachem à chaque juif. J'ai reçu ce cadeau. Je ne peux pas offrir le canyon. Donc, votre décision, vous êtes libre de votre décision, mais moi, je ne peux pas offrir le canyon. Ça serait refuser le cadeau d'Hachem. Il est descendu. Et Aaron Barak a tellement été ému qu'il lui a dit la phrase suivante. Il lui a dit Ani matir lecha lisgor et haganyon Ramat Aviv beShabbat. Je te permets de fermer les audits. Et comme ça a duré pendant 10 ans. Pendant 10 ans, le canyon, après 10 ans, le Mar Levayov a vendu ce canyon. Aujourd'hui, il est ouvert, etc. Voilà. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a un journal qui s'appelle le Globes. Le Globes, chaque année, fait paraître les entreprises les plus performantes d'Israël et dans le monde même. Mais je crois même dans le monde. Oui, dans le monde. Dans le monde même. Tu comprends? Voilà. Eh bien, pendant toutes les 10 années où le canyon Ramat Aviv était fermé, il était classé numéro 1. C'était l'entreprise la plus bénéficiaire de toute Eretz Israël. Vous vous rendez compte? Fermé Shabbat, mais en même temps, l'entreprise bénéficiaire. Voilà, c'est un grand Kiddush Hashem. C'est beau, ça vous a plu? On le raconte là? Ah ouais. Magnifique. Number one. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Ah, il y avait le Stapler. Je vous ai déjà raconté le Stapler? Non. Qui a eu beaucoup d'incidents, d'épreuves pendant qu'il était engagé dans l'armée russe. L'armée russe. Et il arrivait souvent, ou parfois, je ne sais pas, qu'il y ait des exercices de tir. Des exercices de tir pendant le Shabbat. Et alors, oh ma petite nièce, comment ça va? Au Hachem, Aslaha, tu as bonne mine. Alors il y avait des exercices de tir le Shabbat. Et donc, une fois, il y avait un autre juif avec lui. Alors le Saïbeleur a dit, bon, on n'a pas le choix, on doit tirer, mais je vais tirer Béchinouille. Béchinouille, ça veut dire, je prends le fusil à l'envers. Au lieu de tirer dans ce sens-là, je le tire à l'envers. Mais l'autre, le Raver, lui a dit non, c'est pas une bonne idée. Parce que si tu tires Béchinouille, forcément tu vas rater, ils vont te faire tirer plusieurs fois. Il vaut mieux tirer, au contraire, tire bien, vise le mieux possible, et tu vas viser dans la cible, et comme ça au moins tu auras tiré une fois. Vous avez compris? Donc l'autre, le Raver, a dit moi, je compte tirer, au contraire, je vais tirer le mieux possible pour réussir le tir, et au moins j'aurai tiré une fois, c'est tout. Et le Saïbeleur a dit non, moi je vais tirer Béchinouille. Et même si à cause de ça, je tire plusieurs fois, mais Béchinouille, c'est pas Mechal Shabbat, vous avez compris ou non? Non, c'est pas Mechal Shabbat. Toute chose, Shabbat, une Melacha, ce n'est que si on l'a fait comme il faut la faire. Si on l'a fait Béchinouille, il va Mechal Shabbat. D'accord? Alors c'est assourd, mais dans un cas comme ça, donc il dit même si je vais tirer 10 fois, retire, je serai pas Mechal Shabbat. L'autre non. Alors Saïbeleur il a retourné, et il a visé, et PAH en plein dans le mille. Et tout le monde a applaudi là-bas. Eux, ils ont cru que c'était un exploit qu'ils voulaient faire. Et dans les journaux russes, c'est apparu l'article suivant qu'un Bachour Yeshiva de la Yeshiva, un Bachour juif de la Yeshiva de Novardok, a visé en plein dans le ville avec un fusil renversé. Vous vous rendez compte? Il a fait Béchinouille et une fois c'est tout. C'est beau, c'est pas beau. Donc si Adal Ishmael, de là on voit que le Shabbat, il protège ceux qui tiennent à ne pas le profaner. Le Shabbat le protège. Et donc imagine Saïbeleur n'était pas un tireur d'élite. Pas un tireur d'élite, et bien pas fondre dans le. C'est beau, c'est pas beau. Un peu mieux fort. Il y avait un conférencier, 4e histoire, qui a dit, il parlait du Shabbat et tout, il dit ah, écoutez, je vous raconte une histoire dont je connais le début et la fin, mais je ne connais pas le milieu. Je ne connais pas le milieu. Et alors, bon, voilà. Voilà, je vous donne. Il y avait dans la yeshiva de Radin du Rev Ezraïm un bachour qu'on a surpris en train de fumer une cigarette Shabbat. Alors,
la yeshiva a évidemment décidé de le renvoyer. Mais le Chafetz Chaim a dit, avant qu'il quitte la yeshiva, qu'il vienne me voir. Alors le Bachour tremblait. Le Bachour est allé voir le Chafetz Chaim. Il est resté un quart d'heure avec le Chafetz Chaim. Donc le conférencier dit, on ne sait pas ce que le Chafetz Chaim a dit, mais on sait qu'il a quitté la yeshiva, et on a appris, quelque temps plus tard, qu'il était redevenu Shomer Shabbat. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Il a fumé, il était chez Chafetz Chaim, on ne sait pas ce que le Chafetz Chaim lui a dit, mais après, on a appris qu'il était Shomer Shabbat. Mais vous connaissez la suite, hein? Vous connaissez la suite? Oui, oui, voilà. Non, le conférencier a dit, conférencier a dit, voilà. Bon. Et alors, le public est parti, le public est parti, est resté, à la fin, un vieillard de 80 ans. Il lui a dit, il s'est retourné comme ça, il avait à droite, à gauche, que personne n'écoute. Il lui a dit, Rav, le milieu de l'histoire, je peux vous le raconter. Ah, c'est lui. Avant, ce Bachour, c'est moi. Ah, il dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi, j'avais très peur, et je pensais que le Chafetz Chaim va m'hurler dessus. Racha, Atamecha, El Shabbat et tout. Non, je suis rentré, le Chafetz Chaim m'a pris ma main, il a fermé les yeux. Et on est resté comme ça quelques minutes. Et à un moment, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, et j'ai vu que ses yeux étaient trempés de larmes. Alors il m'a pris la deuxième main, et il a commencé à me dire, Shabbos, Shabbos, Shabbos Kodesh. Et il était en sanglots. Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Et une de ses larmes m'est tombée sur le dos de la main. Elle était chaude. Et le Chafetz Chaim, après avoir longtemps pleuré, il m'a dit, écoute, tu dois quitter la yeshiva. Tout le monde t'a vu fumer. Mais va dans un autre endroit où on ne te connaît pas et tourne la page et redeviens Shomer Shabbat. Karaya, j'ai parti, j'avais un endroit et cette larme, la chaleur de cette larme, elle était toujours sur ma main. Et je suis redevenu mon Shomer Shabbat. Il m'a dit, aujourd'hui j'ai 80 ans. Chaque fois que je repense à ça, ma main redevient chaude de la chaleur de cette larme. C'est beau, c'est pas beau. Voilà l'histoire. Eh bien, Shabbos, Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Tu comprends? Car en Yiddish, il a dit, et il n'y a pas toi qui parles le génie là. Tu parles pas Yiddish. Et Laïga Shabbos. En hébreu, ça veut dire Shabbos Kodesh. Laïga, comment on dit? Dommage. Laïga Shabbos. Laïga Shabbos. Je sais pas. Shabbos Kodesh. Shabbos Kodesh. Tu comprends, comme il a dit, va dans un endroit où on ne te connaît pas. Ici, tu ne peux pas rester. On sait. Tu ne pourras pas. Va à un endroit où on ne te connaît pas. Ouvre une nouvelle Daf Hadash et redeviens Shomer Shabbat. Tu comprends? Et il dit, c'est comme ça que j'ai fait, Baruch Hashem, j'ai fait tchouva et je me suis accroché à la Torah au Mitzvot. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je repense à cette histoire, je ressens de nouveau la chaleur de cette larme qui a coulé sur ma main. Cette larme Kedosha, il a dit. C'est beau, c'est beau, ça. Cinquième histoire. Le Chafetz Chaim, il a appris qu'un juif, un menuisier, s'est mis à ouvrir la menuiserie Shabbat. Il a convoqué, il lui a dit, j'ai appris que tu ouvres la menuiserie Shabbat. Il dit, Rabbi, je ne peux pas, c'est obligé. Il lui a dit, dis-moi, il y a un écriteau au-dessus du magasin qui a marqué menuiserie. Quand tu fermes 1 ou 2 jours, tu enlèves l'écriteau, tu dis, bah non. Ah non. Et quand tu fermes 1 mois pour aller en vacances, tu enlèves l'écriteau, ah ben non. Donc, dans quel cas on enlève l'écriteau d'un magasin? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand ça nous appartient plus. C'est venu. Quand on a vendu le magasin, ou quand on change d'activité, ou quand on a fait faillite, alors on enlève. Tu comprends? Alors il a dit, regarde, un juif parfois, il va en vacances. Il se permet des allègements dans la Torah. Mais tout le temps où il est Shomer Shabbat, il y a toujours l'écriteau sur lui, Ani Yehudi, Ani Yehudi, Ani Yehudi. Mais le jour où il est plus Shomer Shabbat, il a enlevé l'écriteau. Ani Kvarlo Yehudi. Tu comprends? Shabbat, c'est pas comme les autres mitzvot.
Quelqu'un, il est qui, un jour, il va baisser un peu dans le cache-route, il va baisser dans ça, tout. Mais tout le temps, je vais Shabbat, il y a encore l'écriteau. Mais là, j'apprends que tu ouvres ton magasin Shabbat. Alors, l'écriteau juif, tu l'as enlevé. Tu fais juif. Vous avez compris comme c'est beau ça? Le Shabbat, c'est l'écriteau qui montre notre orgueil d'être un juif. Mon orgueil d'être un juif, c'est Shabbat. Dès que je suis plus jamais Shabbat, j'ai enlevé l'écriteau. C'est beau, c'est pas beau ça? Ça a plu? C'est bien? Magnifique. Alors, le Shabbat, presque l'essentiel du Shabbat, il n'est pas dans le Shabbat lui-même, il est dans la Chana. La Torah, elle a dit « Vechinu et asherbiu ». Le vendredi, il ramassait double part de manne. Vous savez, dans le désert. La part de manne qu'ils vont manger le vendredi et la part supplémentaire qui devait cuisiner pour Shabbat. Et la Torah dit « Vechinu ». Il faut préparer le Shabbat. C'est pour ça que c'est marqué dans la halakha que le Shabbat, il faut se réveiller très tôt. Pour préparer très tôt, faire les achats, faire les courses, nettoyer la maison, tu comprends? Alors, il y avait le rabbi Mendelmi, mais Réminov. Le jeudi, il n'y avait rien à la maison. Alors la rabbinite, elle a envoyé le shamash et lui a dit, demande au rabbi qu'est-ce qu'on fait pour Shabbat. J'ai rien, j'ai ni poisson, ni viande, ni légumes, j'ai rien. Alors le shamash, il est rentré dans la salle du rabbi. Mais le rabbi était tellement concentré sur son étude tellement concentrée. Alors il a reculé. Alors la femme a dit, qu'est-ce qu'il a dit, le rabbi? Il dit, j'ai pas osé le déranger, il était complètement penché. Jeudi soir, il lui a dit, retourne chez le rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Il retourne, il ouvre la porte, mais le rabbi, il est complètement dans son Avodat Hashem, dans ses hitlavut et tout. Il fait marche arrière. Il dit, je ne sais pas le déranger. Vendredi matin, la rabbinite a dit, on est vendredi matin. Qu'est-ce que je fais? On retourne chez le rabbi. Alors pareil, il retourne chez le rabbi précautionneusement, mais là cette fois-ci, c'est le rabbi qui ouvre la parole. Et le rabbi dit à la rabbinite qu'elle prenne la casserole de poisson, qu'elle mette de l'eau et qu'elle allume le feu. Qu'elle prenne la casserole de viande, qu'elle allume de l'eau et qu'elle mette le feu. Qu'elle prenne la casserole de légumes, qu'elle mette de l'eau et qu'elle allume le feu. Alors le rabbi, le shamash a dit, mais rabbi, à quoi ça sert d'allumer et de faire de l'eau bouillante? Nous n'avons ni poisson, ni viande, ni légumes. Il a dit, la Torah nous demande de préparer ce qu'on a. On a de la viande, on a de l'eau, alors on prépare l'eau. Notre chiyuv, il est de préparer ce qu'on avait. Hachem fait le reste. Alors c'est ce qu'ils ont fait, ils ont mis 3 casseroles, ils ont allumé, et l'eau est bouillée. À ce moment-là, la porte tape, un voyageur riche dit, voilà, je souhaite passer le Shabbat à Réminov et je rêve de passer un Shabbat chez le rabbi. Alors ça ne se fait pas de s'inviter comme ça, donc j'ai apporté avec moi toute la victuaille. Et des poissons, et de la viande, et des légumes, etc. Ils ont donné, et ils ont passé un Shabbat extraordinaire. Et le rabbi a dit, voilà, nous devons savoir, nous, on a un chiyuv de préparer le Shabbat. Tu te lèves tôt, et tu prépares avec ce que tu as. Tu peux faire ce que tu as. T'as de l'eau, tu mets de l'eau. Hachem fait le reste. C'est beau, c'est pas beau? Mais caraï. Ah. Le rabbi Mendelmi Réminov. Voilà. Donc pour l'instant, il vous en prie toute mes histoires. Oh. Alors, il y avait en Amérique quelqu'un qui s'appelait Rabbi David Bodner. Rabbi David Bodner était un des grands milliardaires d'Amérique. Il a soutenu le Olam HaTorah. Et un jour, on lui a demandé quelle est l'origine de votre famille. Il a dit, moi, ma famille vient de Pologne. Il y a 90 ans, mon grand-père est venu, mon grand-père et ma grand-mère sont venus en Amérique. Et mon grand-père avait trouvé un travail. Il a travaillé dimanche, lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, il n'est pas allé au travail. Dimanche, il se représentait. Le patron lui a dit, mais t'étais où hier? Il dit, je suis juif pratiquant, je ne travaille pas le Shabbat. Ah bon? Alors voilà ton chèque, il cherche un travailleur. Et mon grand-père, il était heureux, il disait, voilà, Baruch Hashem, dire, votre Shabbat Kodesh, je ne me suis pas soumis.
il cherche un autre travail, il trouve un travail. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, il vient pas. Dimanche, il vient. Où tu étais hier? Je suis juif pratiquant, je ne travaille pas Shabbat. Ah bon? Voilà le chèque. Et pendant 6 mois, tous les dimanches, il était renvoyé chercher un travail. Mais au bout de 6 mois, il a fait le tour de tout ce qu'on pouvait travailler, il n'a plus trouvé de travail. Puisqu'il n'a plus trouvé de travail, il n'a pas pu payer le loyer. Le propriétaire lui a dit, paye pas le loyer, allez, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Et donc comme ça, en pleine semaine, on a pris ils ont pris nos affaires, et ils sont partis dans la rue. Papa, maman, le grand-père et les enfants. Un juif qui était au balcon, les a vus toute cette famille, il a dit, mais, où vous allez, vous? Ils ont répondu quoi? Où vous allez, vous? On ne sait pas. Voilà, bravo. Bon, on ne sait pas. On marche. Comment ça va? On n'a plus de maison. Il a dit, attendez. J'ai une idée. Dans l'immeuble, dans la cave de l'immeuble, il y a la machinerie qui assure tout le chauffage de l'immeuble. D'abord, on met le charbon et tout. Alors, comme moi, je suis dans le Varad, installez-vous là-bas. Et ils se sont installés dans la cave de la machinerie, là où il y a le charbon. Ni douche, ni rien du tout. Un jour, un juif américain se promène dans la rue et voit des petits noirs qui parlent yiddish. Il dit, quoi, des petits noirs qui parlent yiddish? Il leur parle en yiddish. Où vous avez de la yiddish? Il a dit, non, on n'est pas noirs, on est blancs. Mais vous êtes tout noirs. Ben, si tu habitais où on habite, toi aussi tu serais tout noir. Quoi, où? Ils l'ont emmené là-bas. Quoi? Vous vivez au milieu du charbon? Ils vivent dans le charbon? C'est pas possible ça. Il voit le père, il dit, c'est pas possible. Son cœur flanche, alors il sort un chèque de $500, que pour l'époque c'était une fortune. Il dit, voilà, prends, va louer une maison et installez-vous d'une manière correcte. Le père dit, merci monsieur, je vous remercie et tout. Attendez, ne bougez pas, j'en parle à ma femme. Sa femme dit, mais est-ce qu'il est chômeur Shabbat celui-là? Je ne vais pas demander. Comment tu vas demander? Tout ça, c'est parce qu'on est chômeur Shabbat. On ne va pas accepter de l'argent d'un juif qui n'est pas chômeur Shabbat. Demande-lui s'il est chômeur Shabbat. Il revient, il lui dit, écoutez, je suis confus, mais est-ce que je peux me permettre de vous demander, est-ce que vous êtes chômeur Shabbat? Il a dit, non, je ne suis pas chômeur Shabbat. Vous n'êtes pas chômeur Shabbat? Alors reprenez le chèque. Reprenez le chèque. Il dit, vous êtes fou ou quoi? Non, reprenez le chèque. Alors il a repris le chèque. Reprenez le chèque. Alors, il est parti en rigolant, en disant, mais vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Il est arrivé à la maison, il dit, ces juifs religieux, ils sont ridicules. Je lui ai donné, il raconte toute l'histoire, je lui ai donné un chèque de $500, il a refusé parce que je ne suis pas chômeur Shabbat. Ah, ridicule. Là-dessus, sa femme change de visage, je dis, attends. Tu te rappelles pas que nous étions chômeurs Shabbat au début du mariage? Et petit à petit, on s'est dégradé? Quoi, on est arrivé à un point où on va critiquer ceux qui sont chômeurs Shabbat? Elle lui a dit, écoute, c'est un signe du ciel. Nous redevenons nous aussi chômeurs Shabbat. Sinon, je me sépare de toi. Tu plaisantes, j'espère? Non. Là, jeudi arrive, la femme lui dit, c'est jeudi. Alors, je sors faire les courses pour Shabbat? Je sors faire les courses pour Shabbat? Ou on se sépare? Il dit, tu rigoles? Je rigole pas du tout. C'est un signe du ciel. Ou on redevient chômeur Shabbat, ou on se sépare. Alors, il a réfléchi, il dit, alors on redevient chômeur Shabbat. Très bien. Elle lui a maintenant cours, donner le chèque. Il est parti, il a dit, voilà le chèque. Je suis chômeur Shabbat maintenant. Le Karaya, donc ça c'est le descendant qui raconte que mon grand-père. Et voilà, et donc mon père a fait le grand-père, ils se sont installés, tous les enfants sont venus, et je suis le petit-fils de ce grand-père. Tu comprends, Rabbi David Bordner, et il est devenu un très grand homme d'affaires, un des plus grands milliardaires de l'Amérique, et il a soutenu tout le Olam Torah d'Amérique. C'est celui qui a prêté? Hein? C'est celui qui a prêté là? Non! Ah, c'est le petit-fils de celui-là. Celui qui a prêté, on ne le connaît pas. Mais le petit-fils s'appelle Rabbi David Bodner. On lui a demandé, c'est quoi l'origine de votre famille? Alors il a raconté qu'il y a 90 ans, l'histoire de son grand-père. Vous comprenez? Quand c'est beau, c'est pas beau. Donc la femme, elle lui a dit, mais nous, toute notre situation, c'est parce qu'on est chômeur Shabbat. On ne va pas accepter de l'argent de quelqu'un qui est pas chômeur Shabbat. C'est magnifique, c'est pas magnifique? C'est magnifique. Moi, vraiment, je suis émerveillé, la Gdusha du Rav Israël. Voilà. Ça, j'ai vu ça. Ça, j'ai vu ça. Ça, j'ai vu le canyon.
Voilà. Il y a encore plein d'histoires, je n'ai pas fait toutes. Il y a une histoire que, au milieu, qu'il y a une famille, c'était en Irlande, ou je sais pas, que j'ai pas bien compris tout. En tout cas, la fille, elle avait une tête de Goya. Donc, puisqu'elle avait une tête de Goya, alors le père, la famille ont dit, bon, va travailler. Ils l'ont placé chez des goïms. Et comme ça, ils te prendront pour une Goya. Au moins, toi, t'es en sécurité. J'ai oublié tous les détails, je sais pas comment. Bon, donc elle était là-bas, donc forcément, elle était Mahalel Shabbat et tout. C'est en pleine guerre, je crois, j'ai oublié les là. Et mais un jour, le père a dit, non, on en a fait. Il appelle sa fille, il lui dit, quitte. Elle a quitté, elle est revenue. Et elle était à la maison Shabbat. Et moi, ces Shabbat, ils apprennent qu'il y a eu un bombardement et que la maison où elle était, il y a eu une bombe, ils sont tous morts. Donc au dernier moment, le père a dit, non. C'est un mauvais hijbon d'être là-bas parce que c'est en sécurité. On n'est jamais en sécurité si on est Mechalel Shabbat. Incroyable. Donc effectivement, ce qui fait qu'à la fin, les gens demandent, c'est quoi Shabbat? Demande-moi toi, Fagim, demande-moi. Oui, demande-moi, c'est quoi Shabbat? C'est quoi Shabbat? Demande-moi, c'est quoi Shabbat? Ah, c'est quoi Shabbat? Voilà. Eh bien, je vais dire une chose. La question n'est pas c'est quoi Shabbat. C'est qui Shabbat? Parce qu'on voit que Shabbat, on lui parle. On lui dit Boïkala. Et nous disons Likra Shabbat, les Rouvenelcha. Et on voit que Shabbat, c'est plein. Shabbat a dit tous les jours ont leur couple. Le dimanche, il a lundi. Le mardi, il a mercredi. Le jeudi, il a vendredi. Et moi, je suis seul. J'ai pas de couple. Je veux vivre en couple. Qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Qui sera ton couple? Qui sera ton couple? Donc on voit que Shabbat, c'est un personnage. C'est un personnage qui parle, qui se plaint. On lui parle. Donc c'est qui Shabbat? Tu comprends? C'est qui Shabbat? En vrai, il faut savoir que Shabbat, c'est la Shrina elle-même. Nous les Juifs, nous avons la chance, tous les Shabbats, d'accueillir la Shrina. Viens la Shrina. Tu as des invités ce Shabbat? Non, on n'a pas d'invités. Comment on n'a pas d'invités? Bien sûr, nous avons la Shrina. La Shrina elle-même vient, elle s'invite chez nous Shabbat. Et elle amène avec elle toutes les brachot du monde. Vous savez que il y a une grande halakha qu'un juif, aussi bien homme que femme, doit faire la tfila tous les jours. C'est quoi la tfila? Tfila, il y a deux parties dans la tfila. Une partie où on dit les louanges d'Hachem, Atagipol, Olachem, et une partie où on demande nos besoins. Hein? Voilà, il y a Oda'a, tout ça d'Hachem, et on demande nos besoins. On demande. Hachem, donne-nous la parnassa, donne-nous la santé. Et Shabbat, est-ce qu'on fait toute la partie de demande? Non. On ne demande pas. Alors comment se fait-il? Comment se fait-il que Shabbat... Shabbat, c'est mes corps à brachot. Bien le Shabbat, on n'a même pas besoin de demander parce que les brachot elles vont couler. Tu dis quelque chose, voilà. Tu dis quelque chose. Mais si tu vas dans le sens de ce que j'ai dit, c'est que quelqu'un écrit une lettre au roi. Majesté, je voudrais un grand appartement. Majesté, je voudrais ceci, oui. Mais si un jour, quelqu'un a la chance d'être reçu par le roi. Quand on est reçu par le roi et qu'on est devant le roi, qu'est-ce qu'on fait? On demande des choses. On demande ce qu'on peut demander. On ne demande pas, justement. Quand on est devant le roi, on fait des louanges au roi. Majesté, votre splendeur, votre magnificence, que vous gardiez le trône de longues années, que le trône ne quitte jamais rien. On fait des louanges au roi, des tfilotes au roi, on ne demande rien. Et le roi, il regarde, il dit, vous avez sûrement besoin d'un grand appartement? Je n'ai pas osé, Majesté. Donnez-lui ce qu'il veut. Mais si quelqu'un dit, Majesté, je profite que je suis là, j'ai toute une liste à vous demander. Quand on est devant le roi, on ne demande rien. Le roi, il est haram. Écoutez bien, mes enfants. Le roi, il est haram et il voit dans nos yeux ce qu'on a besoin. Vous savez combien de mots? Shabbat, la Shrina est là. On ne fait que chanter, accueillir la Shrina, Boïkala, Shabbat Malkenta. On ne demande rien de personnel. Parce que la Shrina, elle est là.
elle a tout compris. Et en partant Motzei Shabbat, la Shrina laisse un petit chèque. T'as vu comme c'est beau? Donc Shabbat c'est merveilleux. C'est comme ça qu'il faut expliquer, tu vois, un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, mais c'est la plus belle chose du monde. Tu reçois la visite d'Hachem Yitbarach à la maison. Tu n'as rien à lui demander. Tu ne fais que chanter. Tu ne fais qu'embellir le Shabbat. Et de lui-même, le Shabbat résoudra tous tes problèmes. Tu n'as rien à demander, Shabbat. Vous avez compris? Voilà, Be'ezrat Hashem. On est tous sur un Shabbat, mais qu'on soit encore plus et encore plus et encore plus. Grandir dans la Kedusha du Shabbat, dans la perception de Shabbat. Et la question n'est pas C'est quoi le Shabbat? mais c'est qui Shabbat? C'est beau, c'est pas beau? Ça vous a plu? On applaudit bien fort! On applaudit bien fort! Hazak!